Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Didier Denax et Jeanne Puchol. J'avoue que ça fait longtemps que je voulais que j'invitais Didier Denax à notre festival parce que j'ai lu ses romans. Il a écrit beaucoup de romans, de nouvelles, des scénarios de bande dessinée, des romans qui ont été adaptés en bande dessinée, avec Tardy notamment, avec le roman La guerre des vers. Dans chaque roman, on peut dire, sont soulevés des problèmes historiques, politiques, avec des regards un peu de ceux qui sont du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire des opprimés, des colonisés, pour employer le mot colonisé volontairement dans ce débat. Je pense notamment à Cannibal, qui était adapté en bande dessinée. On a reçu ici le dessinateur qui avait adapté Cannibal en bande dessinée, qui est le point de vue des Kanaks. Donc là, depuis hier, nous parlons de la guerre d'Algérie. C'est aussi le cinquantenaire de l'indépendance de la guerre d'Algérie. Là, c'est plus la guerre d'Algérie qu'elle s'est déroulée sur le territoire français. Comment il y a eu des affrontements sur le territoire français. Donc il y a la réédition du roman Meurtre pour mémoire de Didier Denax, illustré par Jeanne Puchol, qui est ici présente, et que je suis heureuse de retrouver, parce qu'elle est déjà venue il y a 2 ans. Et donc Jeanne a illustré ce roman, et particulièrement concernée aussi par la guerre d'Algérie, sur le plan familial. Et elle a publié cette bande dessinée qui s'appelle Sharon Kadir, puisque bien, sa mère a participé à la manifestation de Sharon. Et le roman Meurtre pour mémoire s'ouvre avec la manifestation d'octobre 61, qui a été commencée avec Mélenchon. D'ailleurs, dans la plupart d'esprit français, la manifestation d'octobre 61 et de Sharon se confondent. Il y a un travail, je pense, d'historien à faire. Donc je vais vous laisser la parole. Pourquoi la guerre de l'Algérie est-elle si présente dans vos romans? Et voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Jeanne, pourquoi avoir eu ce besoin d'illustrer le roman de Didier Denax? Bonjour à tous, merci d'être venus, si nombreux. Alors, ce roman, en fait, il s'agit là d'une nouvelle édition d'un livre qui était sorti, la version illustrée est sortie en 91, donc il y a tout juste 20 ans. Et si à l'époque déjà j'avais eu envie d'illustrer des romans de Denax portant sur cette période, parce que j'avais hésité en fait entre Meurtre pour mémoire et Le bourreau et son double, qui porte aussi sur la guerre d'Algérie, que notre choix s'était arrêté plutôt sur Meurtre pour mémoire parce qu'on allait vers la commémoration des 30 ans de la manifestation du 17 octobre 61, et que 91 a été pratiquement la première année où il y a eu une forte activité éditoriale autour de cet événement qui avait été quand même complètement mis sous le boisseau pendant pas loin de 30 ans. Donc si j'avais dès cette époque-là fait ce choix, c'est parce que la guerre d'Algérie en effet était assez présente dans le récit familial. D'une part parce que mes parents sont nés en Algérie, donc des pieds noirs, arrivés en France au début des années 50, donc avant que la guerre ne commence. Enfin, à mon sens, elle avait commencé depuis déjà un bon moment, la guerre, mais bon, avant le début officiel de la guerre d'Algérie. Et que, comme on le sait peu, mais un certain nombre de pieds noirs, pas la majorité certes, mais un certain nombre, étaient pour l'indépendance. Ce qui était le cas de mes parents, et qui sont donc arrivés en France dans les années 50, ils avaient une vingtaine d'années, parce qu'ils ne supportaient plus d'être dans un pays, ils n'avaient pas choisi d'y naître, mais ils ne supportaient plus ce que ça représentait l'Algérie française et la situation dans laquelle ils se trouvaient vis-à-vis des Algériens. Et ils sont arrivés en France en ayant envie de militer pour l'indépendance. Et donc, en effet, ma mère a participé à la manifestation de Sharon, heureusement sans aucune conséquence grave pour elle, puisqu'elle est partie avant que ça ne tourne mal. Mais c'est donc une histoire que j'ai entendue toute mon enfance et qui m'a évidemment pas mal marqué, que cette manifestation de Sharon. Et ça m'a marqué aussi tout simplement parce que nous habitions rue de Charonne. Donc, je ne vous le cache pas, moi j'avais 4 ans et demi à l'époque, donc je me souviens de rien.
En revanche, ce qui m'a poussé à faire donc très récemment ce livre, je l'ai fait cette année, ça a été le besoin de parler de cette période d'un point de vue très personnel, d'un point de vue très subjectif que je revendique. Donc c'est une sorte de documentaire subjectif. Hein. C'est un livre où je donne un minimum d'éléments historiques. J'ai vraiment eu envie. Je me suis dit, bon, imaginons un lecteur qui ouvre ce livre et qui ne connaisse vraiment rien à la guerre d'Algérie. Donc j'ai donné quelques repères, il y a des notes, il y a des éléments, il y a un minimum d'éléments qui permettent de comprendre cette période de la toute fin de la guerre d'Algérie, qui a été une période extrêmement meurtrière, extrêmement violente, parce que c'est en effet dans les derniers mois qui est entré en combat l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui a développé une violence inouïe, aussi bien en Algérie qu'en métropole, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en France. Et finalement, assez paradoxalement, c'est cette violence française qui a retourné l'opinion en France. Hein. C'est-à-dire que, en gros, jusqu'à cette époque-là, les Français de France, l'Algérie c'était un peu loin, mais l'Algérie était française, c'était un département français. On commençait à parler, c'est-à-dire de l'autodétermination, etc., etc. Et c'est vraiment à partir du moment où l'OAS est entré dans la danse, si j'ose dire, la dernière année, en multipliant les attentats en France, des attentats assez aveugles, que là les gens se sont dit, il y en a marre. Ça peut sembler étrange parce que ça fait quand même quelques années que des jeunes gens, les jeunes appelés du contingent partaient faire cette guerre qui ne portait pas encore ce nom, puisque c'était du maintien de l'ordre. Quel ordre, en effet. Donc ça n'avait pas suffi à émouvoir suffisamment l'opinion publique française, alors que vraiment les derniers mois avant les accords d'Évian, donc ça se joue sur une demi-année à peine, une petite année on va dire, et bien là tout d'un coup il y a un emballement, et comme les attentats, au lieu de se passer uniquement en Algérie, commencent à se produire aussi en France, que les manifestations sont de plus en plus durement réprimées. Alors il y a en effet la manifestation du 17 octobre 61, donc on y revient, mais je pense que Didier en parlera mieux que moi. C'est une manifestation à laquelle participent des Algériens vivant en France qui sont soumis au couvre-feu. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que même la gauche française a beaucoup brillé à l'époque par son soutien et il n'y a pas eu énormément de choses pour protester contre le bilan terrible de cette manifestation. Il y a eu quelques rassemblements organisés par la gauche française, mais relativement peu eu égard au bilan qui est de plusieurs centaines de morts. Alors qu'à Charonne, toutes les victimes sont françaises. Et ça, ça c'est juste trop à ce moment-là pour l'opinion publique française. La manifestation de Charonne, où il y a donc 9 morts, dont un certain nombre qui sont piétinés dans les escaliers du métro de la station Charonne. Et bien quelques semaines après, la manifestation a eu le 8 février 62 et les accords d'Évian sont signés le 18 mars. Alors, vraiment, un mois après, les accords sont signés. Voilà. Oui, il y a vraiment cette... c'est en train de se retourner actuellement, mais pendant très très longtemps, il y a eu cette confusion entre Charonne, la manifestation du 8 février 62, et celle du 17 octobre 61. Et moi, quand je commençais à parler de mon livre au tout début, à chaque fois que je parlais de la manifestation à la fin de la guerre d'Algérie, tout le monde me disait Charonne. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus du 17 octobre, et c'est Charonne qui est passé dans l'ombre. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé en une trentaine d'années, comme ça, où il y a eu une inversion. Et ce qui est assez curieux, c'est que quand j'ai voulu écrire ce livre, qui a été publié à la Série Noire en décembre 83, donc ça fait presque 30 ans, quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire sur Charonne. Je ne voulais pas écrire sur le 17 octobre 61, tout simplement parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, je n'avais pas pris la mesure de ce qui s'était passé le 17 octobre 61, et j'avais un rapport direct à la manifestation de Charonne,
Ma famille participait à la manifestation également. J'habitais à Aubervilliers, dans une cité qui s'appelle la cité Robespierre, où il y avait une sorte de groupe d'autodéfense qui s'était constitué. Il y avait l'aéroport du Bourget qui était juste à côté. Il y avait des menaces que les parachutistes arrivent et prennent possession de Paris. Et ils passaient du Bourget pour aller sur Paris par la route de Flandre. Et donc il y avait des groupes de gens, d'anciens résistants, qui s'étaient constitués en groupe d'autodéfense et de défense de la République. Donc il y avait ça, et je me souviens de cette cité, qui était une cité qui avait une vie normale, et puis qui avait une vie le soir, la nuit, qui était une sorte de mobilisation. Et il y avait une organisation, ce qui fait que quand les gens partaient à la manifestation, les enfants étaient distribués dans d'autres familles. Donc moi, avec mes sœurs, on était chez les Colombales, donc des vieilles personnes de la cité, qui nous gardaient. Donc je me souviens de choses comme ça qui semblent assez incroyables comme type de rapport à la guerre d'Algérie. Et puis quand le soir du 8 février 62, au début de la nuit, les adultes sont revenus pour reprendre les enfants, les remettre chez eux et ainsi de suite, les gens étaient épouvantés, et une des amies de ma mère avait été tuée. Et donc je me souviens, ce jour-là, 8 février 62, pour moi, c'est quelque chose de toujours présent à chaque minute de ma vie, quand on dit Suzanne a été tuée, donc c'était Suzanne Martorell. Et dans ma classe au collège, Gabriel Péry, le marqueur de la banlieue rouge, au collège Gabriel Péry, dans ma classe, il y avait le fils de Suzanne Martorell, qui était dans ma classe. Et ce qui fait que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est tué, Suzanne Martorell était une amie de ma mère, ce qui fait que la guerre d'Algérie, pour moi, ça a été véritablement ça. Elle a été personnifiée par une des victimes de février 62. Et les adultes nous ont dit une simple chose, en se demandant, on disait, mais elle a été tuée par qui et tout. Ils nous ont pas dit, elle a été tuée par la police, ils nous ont dit, elle a été tuée par Maurice Papon. Et il y avait un rapport direct dans les paroles, comme ça, des militants qui nous entouraient, qui étaient nos parents, nos oncles, nos amis, et ainsi de suite. Le responsable direct, c'était Maurice Papon. Donc, moi, à l'âge de 12 ans, puisque j'ai 12 ans à l'époque, je sais que le préfet de police peut être un assassin, et qui peut tuer des femmes, des gens de mon entourage, et qui sont dans la rue pour une chose qui est racontée dans le livre de Jeanne, c'est que cette manifestation, c'est pas n'importe quoi, ça répondait à un attentat de l'OAS. Un commando OAS avait jeté une grenade dans l'immeuble où habitait André Malraux, ministre de la Culture. Donc il y a des marqueurs comme ça. Et André Malraux n'était pas là, il y avait une gamine qui s'appelait Delphine Renard, elle avait 5 ans. La grenade a explosé devant elle, elle a été défigurée, elle a perdu un œil, et c'est devenu une scientifique. Et peu à peu, son deuxième œil s'est éteint. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui porte en elle le drame de cette période de la guerre d'Algérie. Et il y avait des affiches partout, je les revois, c'était des petites affiches où on voyait le visage de Delphine Renard, et c'était le visage d'une gamine avec des rivières de sang sur le visage. Donc il y a eu une manifestation très importante, 50, 60 000 personnes qui ont défilé pour une manifestation pacifiste, et là la police de Maurice Papon, qui s'était déjà fait les dents le 17 octobre, 4 mois plus tôt, a réprimé cette manifestation d'une manière absolument effroyable. Mais ce climat-là de cette période, alors quand j'ai commencé pour revenir au livre, quand j'ai commencé à vouloir travailler sur reparler de tout ça, de ces émotions-là, de la manière dont j'ai vécu la guerre d'Algérie en France, en banlieue parisienne, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et en discutant, il y avait des bribes de l'histoire du 17 octobre. Donc j'ai commencé à rencontrer des gens. Et dans ma famille, moi, ma sœur est mariée avec un Kabyle, qui était un couscous, à Aubervilliers, toujours. Et donc je suis allé voir Boubaker en lui disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du 17 octobre? Vous êtes au courant de ça? Je dis, bah non, j'en sais rien et tout. Et il m'a fait rencontrer des gens du FLN, il m'a fait dans son troquet, et j'ai commencé à avoir tout un tas d'éléments comme ça de rencontres. Et mon livre s'est totalement complètement dérapé. Et au lieu de parler de la manifestation de Charonne et de Suzanne Martorell, ça en parle à toutes les pages pour moi dedans, elle n'est jamais citée, elle ne cite pas Charonne et tout, mais c'est vraiment ça qui rythme aussi ce livre-là. Et peu à peu, c'est venu sur le 17 octobre.
Et là, j'ai découvert des choses hallucinantes. Jeanne a dit qu'il y avait une sorte d'atmosphère de guerre et de guerre civile en France avec l'OAS, mais il y avait d'autres choses. Par exemple, le préfet Papon, il faudrait y revenir parce qu'il y a énormément de choses dans sa biographie qui sont ignorées et qui expliquent ce qui a pu se passer. Le préfet Papon, quelques mois auparavant, il avait fait venir dans toute la région parisienne, des supplétifs algériens, c'est-à-dire des harkis policiers, qui étaient, il y en avait à la Goutte d'Or, un commissariat absolument sinistre qui était un centre de torture directement dans Paris, mais il y en avait d'autres dans Paris. Il y avait un centre de torture à Gennevilliers, tenu par les harkis, qui avait droit de vie et de mort sur les Algériens de la région parisienne, qui les embarquait en bagnole, qui les emmenait dans les caves, qui les torturait, qui les tuait, qui les jetait déjà dans les canaux. Mais ça, on a des dizaines de morts au mois de mai, juin, juillet, août, septembre 1961. Et il y en avait un à Aubervilliers, rue des Cités. C'était un hôtel-restaurant qui avait été réquisitionné. Et à l'intérieur de ça, c'était vraiment un centre de torture. C'était comme dans les années 40, la rue Lauriston. C'était exactement la même chose. Et le FLN a réagi contre ça, contre ces hordes qui faisaient une loi sinistre à travers la région parisienne. Et ils ont décidé d'exécuter des policiers tortionnaires. Et donc il y a eu des listes qui ont été faites. Il y a eu à peu près entre 15 et 20 policiers qui ont été exécutés. Et le préfet Papon, à partir de ce moment-là, a fait une mesure de couvre-feu. Donc c'est cet enchaînement des choses qui explique ce qui va se nouer le 17 octobre 61. Par exemple, dans ma ville, le maire avait essayé de faire fermer ce centre de torture. Il y a des actes administratifs pour essayer de virer ces gens qui étaient sous la responsabilité directe du préfet de police, puisque à l'époque, la Seine-Saint-Denis n'existait pas, c'était le département de la Seine. Et donc, la mairie de Paris, il n'y avait pas de maire. Le maire de Paris, c'était Maurice Papon qui occupait les fonctions de préfet et de maire de Paris. Donc il avait des pouvoirs extrêmement étendus. Le premier maire de Paris, version moderne, ça va être Jacques Chirac en 77, mais jusqu'en 77, il n'y a pas de maire de Paris. C'est le préfet de police qui a ça. Donc il gérait complètement ce qui se passait dans ma ville, et le maire n'a pas obtenu d'être entendu pour fermer ce centre de torture. Et l'OAS lui a même posé une bombe sur son paillasson dans une cité où il habitait. Donc il y avait ce climat. Et donc moi, le 17 octobre, j'ai commencé à en prendre vraiment conscience, comme ça, en rencontrant des gens. Et puis il y a quelqu'un du FLN qui m'a fait un cadeau extraordinaire. C'est que le lendemain, les deux jours qui ont suivi le 17 octobre, ils ont été surpris, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait cette répression, tout simplement parce qu'il y avait déjà eu un couvre-feu en 1958 à Paris, fait par Maurice Papon, et que ce couvre-feu n'avait pas été appliqué. Il y avait eu une mesure comme ça, et le FLN avait donné un ordre de braver le couvre-feu. Le couvre-feu avait été bravé, et c'était tombé en désuétude. Et donc ils ont pensé en 61 qu'il y aurait exactement la même chose. Pour la petite histoire, ce couvre-feu de 58, qui a été réactivé avec les mêmes éléments, comme ça, dans les journaux officiels, qui a été réactivé en 1961, il a été réactivé par Dominique de Villepin en 2005 pour les émeutes de 2005. C'est exactement le même couvre-feu. Et dans les attendus du décret pour mettre le couvre-feu, c'est exactement les mêmes éléments. Et ça fait référence à 58 et 61, c'est-à-dire que rien ne se perd. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a des hommes politiques qu'on retrouve à différentes périodes de l'histoire, ces périodes si troubles. Dans le roman, on voit qu'il y a un meurtre pendant la manifestation d'octobre 61 qui n'a rien à voir avec la manifestation et qui renvoie à d'autres périodes aussi très, très difficiles avec des personnages en place, mais je ne vais pas en dire plus parce qu'il faut lire le roman, il y a une enquête policière. On a bien vu aussi hier au débat que ça a laissé des traces dans toutes les mémoires, il y a des témoignages, nous avons fait un autre débat sur la guerre d'Algérie, donc c'est encore du présent. Mais ce qui se passe quand même, là il y a une particularité historique, c'est que le personnage de Papon, c'est pas le seul responsable, il y a Roger Frey, et je pense qu'il y a un personnage les historiens travaillent dessus et qu'il y aura des révélations
avec les archives et tout, qui a joué un rôle absolument effrayant dans les derniers mois de la guerre d'Algérie, c'est le Premier ministre Michel Debré. Je crois que s'il y a quelqu'un qui a le maximum de responsabilité dans cette dernière période, c'est quelqu'un qui était contre l'indépendance algérienne. Il y avait les accords qui étaient en train d'être actés à Évian, et il y avait des forces qui se battaient pour que l'Algérie, ou une partie de l'Algérie reste française, dont Giscard d'Estaing, dont Michel Poniatowski, enfin il y a tout un tas de gens comme ça, qui étaient des activistes de l'Algérie française et qui ont fait un mal énorme dans les tensions des derniers temps, et où il y a eu des aspects de guerre civile, même sur le territoire français. Donc ça, il y a des éclairages à faire, mais Maurice Papon a une responsabilité particulière parce qu'il a servi entre guillemets, en Algérie. Après, bon, on va savoir seulement dans les années 80, et moi j'écris mon bouquin quand il y a les révélations sur la partie bordelaise de la biographie de Maurice Papon, c'est-à-dire sa participation active à la déportation de la communauté juive de Bordeaux, et tout ce qu'il a pu signer et tout ce qu'il a pu mettre en œuvre. Donc il y a ça. Et après la guerre, Papon, qui est un rallié de dernière date, de dernière heure au gaullisme dans la région de Bordeaux, où en 1945 il va rendre des services éminents aux nouvelles autorités, il va être préfet des Landes, de l'Ariège et tout. Les mouvements de résistance ne vont pas en vouloir, et on va l'envoyer où? En Algérie. Et il va arriver en Algérie, Maurice Papon, dans les semaines qui vont suivre les massacres de Sétif et de Guelma. Ensuite, on va le retrouver super préfet de la région de Constantine. La région de Constantine qui était un département, et le département de Constantine, il avait un certain numéro de département, c'était le 93. On a refilé à la Seine-Saint-Denis par la suite. C'est terrible, quoi. Et on a refilé ça au moment où Papon était préfet de police, le numéro 93 à la Seine-Saint-Denis. Donc pour moi, c'est des marqueurs. Je ne sais pas si c'est des hasards et tout, mais en tout cas, c'est des marqueurs. Et on suit Maurice Papon après au Maroc, où il va avoir des responsabilités au moment où il y a les grandes émeutes de Casablanca, avec des centaines de morts dans les rues de Casablanca, dont beaucoup de gamins, et Maurice Papon est présent. Donc on le retrouve à chaque fois, il y a une trace sanglante derrière ce personnage, et sa liaison avec l'histoire coloniale, elle est extrêmement profonde. Et donc et je termine juste comme ça, je pense que Maurice Papon, il a une importance vraiment capitale, parce que c'est quelqu'un qui est convaincu qui est convaincu par le système colonial. Et une grande partie de ce qui a pu se jouer entre la France et l'Algérie, je pense que ça repose sur ça, sur le système colonial, c'est-à-dire une république qui édicte un code de l'indigénat. C'est-à-dire une république qui sépare les hommes entre hommes supérieurs et hommes inférieurs, et qui, avec ce code de l'indigénat, en tire toutes les conclusions, ce qui fait qu'un ouvrier algérien dans les champs, il est payé 10 fois moins qu'un ouvrier d'origine européenne, ce qui fait que les femmes algériennes, la mortalité infantile, elle est 10 fois plus importante que dans la population d'origine européenne, ce qui fait qu'il y a 2 collèges en Algérie, qu'il y a 20 millions d'Algériens qui élisent 22 députés à l'Assemblée nationale française, et qu'il y a 2 millions d'Européens qui élisent 22 députés à la même Assemblée. C'est-à-dire qu'on a ce chiffre 10, la peau d'un Algérien vaut 10 fois moins que la peau d'un Européen, et c'est ça qui est ce qu'il y a avec l'Algérie, la guerre d'Algérie, tout ce qui va se produire, c'est ce rapport-là, ce rapport d'extrême exploitation qui est institué par le système colonial. Je crois que la source de toutes les horreurs qui ont existé en Algérie, c'est le système colonial. Enfin, pour moi, c'est... Je pense aussi l'origine, c'est l'injustice. Dans le livre, dans la bande dessinée de Jeanne Puchol, il y a l'histoire, il y a le discours familial, et parfois les limites de la mémoire aussi. Je trouve intéressant cette interrogation sur ce qu'on dit dans la famille, ce dont on se souvient. Et c'est vrai, c'est pas vrai, j'ai participé ou pas à la manif. Oui, en effet, ce livre, c'est un petit peu particulier parce que
Je l'ai fait pratiquement en temps réel, c'est-à-dire je l'ai commencé en octobre 2011, précisément donc peu de temps après les commémorations des 50 ans de la manifestation du 17 octobre. Et je l'ai fini en mars-avril 2012. Et donc j'ai intégré au fur et à mesure que je faisais des choses qui se passaient au moment même. Donc j'ai voulu le construire à la fois sur des images d'archives, des données documentaires, comme je le disais tout à l'heure, bon, histoire que ça soit compréhensible, et je tenais absolument y intégrer le témoignage de mes parents. Donc j'ai procédé à des interviews, tout bêtement, sauf que je n'aurais pas dit tout de suite que j'allais mettre des interviews telles quelles dans le livre, mais bon, quand je leur ai avoué la chose, je pense qu'ils s'en étaient un petit peu doutés. Et donc moi j'y allais tout à fait confiant dans le fait qu'ils se souvenaient parfaitement de tout ça et que j'allais collecter une ligne de renseignements. Et dès le premier entretien que je fais fin octobre, alors que j'avais déjà commencé le livre, eh bien je me heurte à une forme pas d'amnésie, mais enfin des souvenirs très 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 flous, y compris des choses dont ils ne se souviennent absolument pas. Alors que moi qui, évidemment pour faire ce livre m'étais énormément documenté, eh bien j'en savais plus qu'eux. Moi qui avais 4 ans et demi à l'époque, j'en savais plus qu'eux. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas mettre ça dans le livre sans y réagir. Donc ça m'a amené, ce que je n'avais pas pensé dès le départ, à faire des digressions sur certains trous de mémoire de mes parents. Bon, en particulier ma mère, qui finalement donc est allée ce jour-là à la manifestation, parce que mes parents se relayaient pour aller aux manifestations. Il y avait des manifestations sans arrêt, elles étaient toutes interdites. Donc moi j'étais en bas âge, j'avais un frère qui était encore plus jeune que moi, et comme c'était des manifestations où on risquait de prendre des coups, ou voire pire, ou à minima de se faire arrêter, mes parents n'y allaient jamais ensemble, ils y allaient à tour de rôle. Bon, 8 février 62, c'est maman qui s'y colle, et moi, dans la mesure où c'est quand même elle qui m'en a fait le récit, et je crois que j'étais encore assez gamine, je me disais, elle a dû en garder des souvenirs assez précis. Mais pas du tout, elle n'avait absolument pas de souvenirs très précis. Et je suis tombé des nues quand je me suis rendu compte, parce que je lui pose la question, je lui dis, mais comment tu as réagi quand tu as appris le bilan? Quand même 9 personnes qui perdent la vie, enfin 8 sur le coup et un qui est dans le coma et qui meurt quelques temps après. C'est quand même, malgré la violence de l'époque, c'était quand même assez exceptionnel. Et elle me répond, je sais plus, je me souviens plus. Et là, évidemment, ça m'a prise complètement de court, cette oubli. Bon, mes parents sont plus tout jeunes, ils ont 80 ans passés. Tout ça est un peu loin dans leur mémoire. Et puis, comme elle me l'a dit par ailleurs, elle m'a dit, bon, bah oui, on était avec 2 enfants en bas âge, des difficultés matérielles, il y a des très mal en vie. Et donc, même s'ils continuaient à militer, c'est vrai que c'était la fin de la guerre. Bon, voilà, c'est pas de ça qu'ils ont gardé les souvenirs les plus vifs. Et donc, à partir de là, il a fallu, moi, que j'intègre, que je ne pouvais pas laisser passer ça sans en faire de commentaires. Et il y a aussi des confusions assez étonnantes, parce que je leur pose la question des funérailles des victimes de Charonne, qui ont été quelque chose de grandiose. Il y a eu 500 000 personnes, ce qui a d'ailleurs alimenté une forme d'amertume mémorielle entre les survivants ou les proches des victimes du 17 octobre, qui ont eu l'impression que la gauche française avait fait un maximum pour les victimes de Charonne et n'avait rien fait pour les victimes du 17 octobre, et que dans les mémoires, du moins dans les premières années, Charonne a été beaucoup plus commémorée que le 17 octobre. Et là, à nouveau, stupeur, mes parents ne s'en souviennent absolument pas. Bon, s'ils ne s'en souviennent pas, c'est sans doute qu'ils n'y sont pas allés. Et ma mère a cette phrase sublime, elle me dit, tu confonds avec l'enterrement d'Auverney. Auverney, c'est 10 ans après, c'est en 72, et là, moi, à nouveau, je tombe des nues, parce que l'enterrement d'Auverney, j'avais 15 ans et j'y étais. Donc, à nouveau, une digression. Vous voyez, donc, j'étais, dans la mesure où j'ai voulu intégrer un témoignage familial, et aussi une histoire familiale, j'ai apporté beaucoup d'éléments personnels à cette histoire, à ce récit, et des éléments d'autant plus personnels que, assez vite, les approximations de mes parents m'ont renvoyé à ma propre mémoire et à des choses dont moi je me souviens parfaitement, parce que
15 ans, c'était les manifs gauchistes, ça je m'en souviens très bien, c'était des manifestations quand même qui étaient assez violentes encore à l'époque. Et surtout ce que j'ai réalisé en faisant le livre, c'est que je me suis dit, mais c'est jamais que 10 ans après. Vous comprenez, quand vous avez 15 ans, 10 ans c'est énorme, c'est les 2/3 de la vie. J'en ai 55 maintenant, donc 10 ans c'est un cinquième de ma vie, ça commence à être un peu peanuts 10 ans. Et donc quand je fais le livre, quand je fais la digression sur Auverney, d'abord je me souviens la violence des années 70, la police elle avait encore gardé les mauvaises mœurs des années 60. Et je me dis, mais c'est fou, c'est tout de suite après quoi. Enfin, je me souviens de la sortie de Avoir 20 ans dans les Aurès. J'y suis allé moi à la sortie du film, il ressort actuellement en copie neuve. J'en suis très contente, j'espère qu'un public jeune va découvrir ce film. Et j'ai cité l'affiche de Avoir 20 ans dans les Aurès dans le livre, parce que pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable. Alors évidemment, mes parents, peut-être que si j'avais pas eu des parents aussi impliqués dans le militantisme dans les années 60, j'aurais laissé passer la sortie de ce film. J'avais 17-18 ans quand il est sorti. Mais donc, voilà, c'est intéressant pour moi de voir que je pouvais raconter cette histoire en étant honnête, c'est-à-dire, voilà, moi j'étais toute gosse quand Charonne a eu lieu, donc je ne peux pas dire que j'en parle. Bon, je ne suis pas historienne non plus, donc je n'ai pas un point de vue d'historien. Mais finalement, j'ai essayé d'adopter un point de vue à la fois très personnel, très particulier, mais qui finalement débouche sur le général, et puis qui débouche à la fin du livre sur le collectif. Parce que oui, si je suis moi-même militante, c'est parce que mes parents l'étaient, qu'il y a donc eu une transmission, y compris une transmission des pratiques militantes. Les premières manifs où je suis allée, j'avais 14 ans. Évidemment, les chiens ne font pas de chat. Bon. Et ma mère m'avait donné elle pouvait décemment pas me dire non, Jeanne, tu vas pas aller à la manif, je te l'interdis. Elle nous avait suffisamment raconté, c'est au fait d'armes, ça allait pas le faire. Elle me disait non, vous allez pas aux manifs. Mais elle m'avait dit fais attention, ne cours pas, pars avant la fin. Et ça, c'était directement inspiré de sa propre expérience dans des manifs où ça bastonnait, mais sévèrement, quoi. Elle-même ne s'est jamais pris de coups de matraque, mais par contre, mes parents ont pris des coups de pèlerine. Parce que les policiers, à l'époque, roulaient leurs pèlerines et s'en servaient pour taper sur les gens. Il paraît que ça fait assez mal, en fait, les coups de pèlerine, quand c'est donné avec une certaine vigueur. Donc voilà, dans les conseils qu'elle me donnait dans les années 70, il y avait toute la trouille rétrospective des manifs, d'ailleurs des manifs plutôt de quand ils avaient 20 ans. Et moi-même j'avais fait une confusion, en fait, j'ai pas intégré ça dans le livre parce que ça aurait emmené sur des voies trop éloignées du sujet, mais finalement j'ai confondu les récits qui nous faisaient des manifs de la fin de la guerre d'Algérie, donc début des années 60, avec les manifs du début des années 50. Bon, ils étaient au Parti communiste à l'époque et ça castagnait sec et c'était des manifestations où en plus il y avait moins de manifestants que de policiers, donc où ils se retrouvaient pris entre les fachos d'un côté et les policiers de l'autre. Donc quand ça commençait à barder, ils étaient sûrs de se prendre des nions d'un côté ou de l'autre de toute façon. Donc voilà, je me suis dit, même si c'est une démarche qui peut sembler très nombriliste, c'est la seule honnête. C'est la seule honnête de parler de mon point de vue et en effet d'un héritage et que entre autres, le militantisme, ça peut se transmettre. Et donc je parle du général qui est l'historique, parce que je contextualise quand même un minimum tous ces événements pour être compréhensible du plus grand nombre. Après, c'est un point de vue assez particulier, puisque ça repose essentiellement sur le seul témoignage de mes parents. Et on revient au collectif, parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait en cours de route au moment où j'étais en train d'écrire le livre, c'est qu'il y a eu les 50 ans de Charonne. Et que donc le 8 février 2012, je suis allé moi à cette commémoration et j'ai rencontré Delphine Renard. J'y ai rencontré Delphine Renard, dont je parle beaucoup dans le livre parce qu'on avait exactement le même âge, on a toujours exactement le même âge. Et donc j'ai eu la possibilité de la rencontrer à cette occasion-là. Et je finis le livre sur ces gens qui 50 ans après continuent de marcher pour qu'on se souvienne. Donc il y a des gens qui Charonne, et des gens qui ont vécu la peur de leur vie, des gens qui étaient parfois très jeunes. La plus jeune victime de Charonne a 15 ans. Donc moi j'ai côtoyé en février dernier des gens à peine plus âgés que moi finalement et qui avaient fait Charonne, qui étaient à cette manifestation, qui s'étaient pris des coups, qui s'étaient retrouvés dans la mêlée. Et des gens plus âgés aussi bien sûr, et des gens plus jeunes que moi. Donc
cette idée de transmission et de continuer à transmettre, donc de revenir au collectif. Et d'ailleurs c'est étonnant parce que de manière tout à fait inconsciente, je suis repassé au nous dans la narration. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il n'y a pas de narrateur, enfin c'est un narrateur extérieur, un narrateur assez neutre. Après je passe à une narration en jeu, bon, je parle de mon point de vue, et puis à la fin, c'est le retour du nous, dans le sens du retour du collectif. Oui, il y a, comment tu dis, la plus jeune victime de Sharon avec 15 ans, c'était Daniel Ferry. La plus jeune victime du 17 octobre 61 avec 15 ans, elle s'appelait Fatima Bédard. Et c'est une histoire pour moi qui était vraiment très bouleversante. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Meurtre pour mémoire, on m'a demandé des articles un petit peu partout et on m'a demandé des articles dans la presse algérienne. Et donc j'avais écrit dans la presse algérienne pour les 25 ans du 17 octobre 61, donc c'était en octobre 86. Et j'ai écrit un texte, un article, et à la fin, j'avais retrouvé 5 noms. Il n'y avait pas de travail encore, aucun historien n'avait encore travaillé sur le 17 octobre. Après, il y aura le travail extraordinaire de Jean-Luc Kennedy, mais là, Jean-Luc Kennedy publie en 91 son livre, donc en 86, il n'y a aucun outil historique. Et j'avais retrouvé 5 noms de victimes. Et je mets à la fin de mon article, un tel pour mémoire, Fatima Bédard pour mémoire. Je ne savais pas quel âge elle avait, qui c'était exactement. Et je reçois dans les jours qui suivent une lettre de la sœur de Fatima Bédard, qui dit j'ai lu votre article, on a fait passer votre article, je m'étonne que vous parliez de ma sœur, qui n'est pas morte le 17 octobre 61, mais le 31, et qui s'est suicidée, tout. Donc je me retrouve avec un retour extrêmement déstabilisant. Donc avec Jean-Luc Kennedy que je connaissais, on a poursuivi avec la sœur de Fatima Bédard et essayé de comprendre. Et avec un long processus, on a réussi à démêler toutes les choses. C'est qu'en fin de compte, Fatima Bédard, le 17 octobre au matin, elle décide d'aller à la manifestation. Elle est lycéenne à Saint-Denis, elle habite à Stein. Et elle décide d'aller à la manifestation. Ses parents s'y opposent totalement. Son père, il travaille à la plaine Saint-Denis, dans l'usine à gaz de la Seine-Saint-Denis. Et elle va y aller contre l'avis de ses parents. Et la dernière relation des parents avec la gamine, c'est une engueulade. Et ensuite, la gamine disparaît pendant 15 jours et on retrouve son corps dans une écluse du canal Saint-Denis à Aubervilliers. Les parents qui n'écrivent ni ne lisent le français sont convoqués par la police, ils sont emmenés à la morgue. Il y a une vingtaine de corps qui sont là, dont le corps de leur fille. On les ramène ensuite au commissariat de Stein, où on va leur faire signer un papier comme quoi ils reconnaissent que leur fille s'est suicidée. Et donc il va y avoir sur la famille, c'était une des victimes cachées du 17 octobre 61. Et donc en 86, ça réactive tout ça, c'est-à-dire que la famille a complètement oblitéré l'existence de cette gamine, elle n'existe plus, son nom n'est plus jamais prononcé. Et d'un seul coup, avec mon article, la famille commence à s'interroger et les parents qui étaient encore en vie racontent tout ce qui s'est passé. Et on fait tout un travail comme ça, on s'aperçoit que le procès verbal du commissariat est totalement mensonger. Il y a des noms qui n'existent pas, donc c'est quelque chose qui est totalement fabriqué. Donc on a la certitude que Fatima Bédard a été tuée, on sait dans quelles conditions maintenant, le 17 octobre 61, que le crime a été totalement scénarisé par la police. Ensuite, il y a eu tout un travail qui a été fait par des historiens algériens et la dépouille de Fatima Bédard a été prélevée au cimetière de Stein il y a 3 ans pour être transférée en Algérie où elle est dans le carré des victimes, des carrés des martyrs en Algérie. Donc on travaille sur des choses comme ça. Quand tu dis je rencontre Delphine Renard, cette histoire-là, elle n'est pas derrière nous. C'est vraiment quelque chose, moi, que je vis véritablement au présent. Je ne suis pas dans une démarche d'historien, de rien de tout ça. C'est véritablement il y a quelque chose qui s'est passé ce 17 octobre où des centaines de gens ont disparu. Il y a 50 corps qui ont été apportés au cimetière de Thiers, là où on jette les corps des SDF encore aujourd'hui.
Et ces 50 corps, sur les registres, il y a marqué 18 octobre 61, FMA inconnu, FMA français musulman d'Algérie. Et vous avez il y a 50 corps qui ont été jetés comme ça dans les jours qui ont suivi, c'est sur les registres. Et là, il y a véritablement un travail. Moi, j'ai rencontré des familles de victimes, ils ne savent pas où aller pour rentrer en dialogue avec celui qui a disparu. Ils ne savent même pas qu'il a disparu. C'est-à-dire que jamais sa mort a été actée. Donc il y a une nécessité. Le bilan sur la manifestation du 17 octobre jusqu'à l'année dernière, 3 morts, dont un Européen. 3 morts, dont un Européen. C'est-à-dire qu'on a nié totalement ce qui s'est passé. Et il y a des centaines de familles qui ont besoin que les choses soient dites. Il y a eu un massacre, il est mort, et ainsi de suite, et qu'il y ait des endroits où la mémoire soit présente. Par exemple, l'année dernière, moi j'étais dans l'inauguration à Nanterre. Il y avait le grand bidonville de Nanterre, où il y a eu des dizaines de victimes qui provenaient du bidonville de Nanterre. Il y a une rue, une grande rue qui vient d'être refaite comme ça, et ça s'appelle l'avenue du 17 octobre 61. Et juste derrière, c'est la préfecture de police des Hauts-de-Seine. Donc la préfecture de police des Hauts-de-Seine a comme adresse avenue du 17 octobre 61. Et là, il y avait des dizaines de familles qui étaient là, ils se faisaient tous photographier devant la plaque de rue. C'était comme si il y avait un tombeau qui était là, quoi. Et en plus avec l'espèce d'ironie où les personnes qui en étaient responsables étaient désignées par l'endroit où était située la plaque, quoi. Je pose la question à tous deux. Vous qui avez fait des recherches sur votre bande dessinée, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réactions des médias, de la presse à l'époque, au sujet de ces deux sinistres et macabres histoires? En fait, le 17 octobre, les médias en ont parlé, hein, parce que, comment dire, il y a quand même des corps qui sont arrivés dans des hôpitaux, et là, certains médecins ont prévenu les médias, et par exemple, mes parents l'ont su par Le Monde le surlendemain. Alors, pas le bilan exact, mais qu'il y avait eu ce qu'on a appelé des noyés par balle, hein, parce que il y a des gens sur lesquels le premier, voilà, on disait ils sont noyés, on les a retrouvés dans la Seine, et puis en fait ils étaient morts de blessures par balle. Voilà, donc ça n'a pas été su dans le détail immédiatement, mais par contre, oui, ça s'est quand même sorti dans la presse. Après, il faut quand même voir que la presse était énormément censurée à l'époque. Donc l'Humanité, Libération sortait avec des placards blancs, c'est-à-dire qu'on voyait même, c'était visible que le journal avait été censuré. La photo de Delphine Renard, par exemple, il y a toute une controverse dessus, parce qu'en fait, on dit bon, les gens sont allés manifester à Charonne parce qu'ils ont vu la photo de Delphine Renard. Or, la photo de Delphine Renard n'est sortie dans la presse qu'une semaine après. En fait, elle a été censurée dans la presse. En plus, les délais de fabrication, on n'était pas à l'époque d'Internet ni rien. Donc, l'attentat contre Malraux a eu lieu le 7 février. La manifestation a été appelée le lendemain par des réseaux militants, quoi. Donc, la presse n'avait matériellement pas le temps de publier une photo dans l'intervalle. Et de toute façon, je crois que dans l'Humanité et d'autres quotidiens qui l'ont publiée, elle a été censurée. Elle n'a été autorisée, la photo de Delphine Renard, que dans Paris Match, je crois, quelques jours après. Donc voilà, il faut quand même remettre ça dans le contexte d'une époque où les médias n'allaient pas aussi vite qu'avant, où le rôle de l'image était moindre, hein, c'était la radio. Les gens se renseignaient et écoutaient la radio, et puis se renseignaient par des canaux militants, et où la presse était énormément censurée, et voilà, où les gens savaient qu'elle avait été censurée parce qu'il y avait des placards blancs dans la presse. Moi j'ai dépouillé la presse comme ça, il y a tous les placards, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait des gens au syndicat du livre qui ont réussi à avoir ce qu'on appelle en imprimerie les moras, c'est-à-dire avant d'imprimer, on fait en typographie, on fait pour la première fois une feuille comme ça qu'on tape sur la forme typographique, et on a le journal
à l'endroit pour la première fois à lire. Hein, le journal est composé, à l'époque, était composé à l'envers par les typographes. Et les gens des ministères arrivaient, du ministère de l'Information, relisaient et disaient non, cette photo passe pas, ce texte-là, ce commentaire, c'était rayé, et on enlevait les morceaux de plomb qui est de la forme, et le journal était imprimé, et là où ça avait été enlevé, il y avait un blanc. Et il y avait des ouvriers du livre qui ont gardé les morasses et qui les ont... alors par exemple, moi j'ai eu la surprise de le voir quand j'ai fait dans les années... En 83, je consulte la presse sur microfilm à la BPI, à la bibliothèque de Nemours, et il y avait pour certaines journées le journal avant censure et après censure. Donc il y a toujours des grains de sable, il y a des militants qui parient sur l'avenir et qui se disent voilà, je laisse un petit caillou, comme le petit pousset, il y a quelqu'un qui le trouvera. Donc il y a ça. Mais il y a une chose qui s'est passée, c'est que le 17 octobre 61, on a très peu de documents, il n'y a pas d'archives filmiques par exemple. On a des photos. Le FLN avait prévenu un photographe qui s'appelle Élie Kagan, qui était engagé dans la lutte d'indépendance. Et Élie Kagan a fait pratiquement toutes les photos qui existent sur le 17 octobre. Elles sont signées Élie Kagan. Il était protégé par le FLN pour faire ça. Il y avait des guetteurs qui étaient des gens qui travaillaient avec le FLN comme François Maspero. François Maspero l'a raconté, il était là, il avait un scooter, il a sauvé des blessés avec son scooter, donc il y avait toute une série de gens qui étaient là pendant cette manifestation. Il y a un journaliste de l'Humanité, Georges Hassel-Stark, il était parti faire un reportage, et à 7h du soir, il traverse Paris pour aller au siège de l'Humanité, boulevard Poissonnière, juste en face du cinéma Lorex, et là, d'un seul coup, il voit une ville en guerre. Il monte dans les locaux de l'Humanité, il monte sur... Il y avait des balcons, et ça tirait. Il y avait des gens qui étaient tués devant ses yeux en dessous du Rex. Il s'est allongé sur le balcon, et il a fait toute une série de photos que l'Humanité n'a pas pu passer, tout simplement parce qu'on voit des gens morts. On voit un tas de cadavres. Il y a le cinéma Lorex qui jouait les canons de Navarone. C'est la sortie du film Les canons de Navarone. Et là, on voit un tas d'une dizaine de corps qui sont là. Et Georges Hassel-Stark les a photographiés. Les photos sont sorties il y a seulement quelques années. Il les a publiées il y a quelques années. Et après, il y a un camion qui arrive, qui masque les corps. Et puis les policiers lavent le camion, il y a des corps qui sont mis à l'intérieur, c'est embarqué, peut-être à tiers. Et ensuite, il y a des policiers qui, avec des seaux, nettoient ça. Alors, juste pour terminer sur les réactions au moment du 17 octobre, il y a tout un tas de forces politiques qui ont été solidaires des Algériens, mais c'est assez curieux. Il y a eu des groupes de l'UNEF, il y a eu le PSU qui, à la station Solferino, a organisé le secours à tout un tas de blessés. Et puis il y avait des gens on s'aperçoit qu'autour du 17 octobre 61, il y a des gens qui vont prendre de l'importance dans les années 68. Des gens de la CFPC, il y a des gens de la CFPC qui vont être les créateurs de la CFDT, qui sont déjà proches. Et il y a une cassure qui s'est faite entre le FLN et la grande majorité de la gauche. C'est tout simplement 56, le gouvernement Guy Mollet, la faillite de la SFIO, la guerre à outrance, et puis le Parti communiste qui vote les pouvoirs spéciaux. Ce qui fait que quand le FLN fait cette manifestation, il provoque des réunions avec le Parti communiste. Par exemple, ça commence, il y a des historiens qui sont en train de ressortir tout ça, mais ils ne font pas confiance parce qu'il y a le souvenir des pouvoirs spéciaux, et donc ils avertissent, mais ils ne demandent aucune solidarité aux organisations ouvrières françaises, parce que les organisations ouvrières françaises ont failli en 1956, quand ils ont été élus, et qu'ils ont fait une politique algérienne totalement contraire à celle que le peuple français leur avait confiée.
Donc il y a ça. Sur le 17 octobre, on s'aperçoit que pèse l'histoire du mouvement ouvrier et de la décolonisation, et qu'en même temps, dans le 17 octobre, il y a les germes de la rénovation des appareils politiques français, aussi bien le Parti socialiste avec le ferment du PSU, et puis tout un tas de gens que le Parti communiste va considérer comme gauchistes, et ainsi de suite. On sent que c'est en gestation. Là, il y a des bascules qui sont... On les voit maintenant. C'est justement sur cette dimension politique que tu viens d'évoquer. Déjà, c'est une question de voir que le Parti communiste ait pu se fourvoyer dans ce vote. Comment on peut analyser la position politique de cette époque et l'évolution ensuite, d'ailleurs, parce qu'il y a eu quand même d'autres phases de la part de ce parti, y compris par rapport à l'Algérie après, et par rapport à la façon d'être dans cette guerre ou d'être contre plutôt. Mais je pensais aussi à l'autre dimension, parce que tout le travail que vous faites avec tellement de clarté est extrêmement précieux pour mettre en évidence justement le rôle de tous ces meurtriers, du simple policier au préfet de police, au ministre de l'Intérieur et au général de Gaulle, président de la République. Parce que le contexte politique de l'époque, où de Gaulle est en train de préparer l'élection du président de la République au suffrage universel. Je ne sais pas si c'est déjà fait à ce moment-là, non, c'est après, je crois. C'est après. C'est-à-dire que de Gaulle déjà prend cette position du grand bourgeois qu'il est et de toute son auréole de libérateur de la France pour piétiner l'élection des parlementaires, c'est-à-dire ceux qui sont les représentants du peuple dans les chambres constituées. Il se met au-dessus en disant « Moi, je veux être le premier élu du peuple. Je veux être le président élu au suffrage universel. » Et on sait ce que ça a donné depuis jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà encore, il y a aussi le rôle du CNPF, le Centre national du patronat français, parce que ce moment de la perte de l'Algérie, pour eux, c'est tout un pan économique qui est en jeu. Et puis au-delà, c'est la façon dont De Gaulle va ensuite procéder à la décolonisation, c'est-à-dire comment garder les matières premières et on pourrait dire tout ce pillage qui a lieu sur les autres colonies. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on peut alimenter cette réflexion. Ouais, c'est très complexe. On pourrait repartir sur un débat de 3 heures au moins. Non, ce que je voulais simplement rappeler, c'est que la Ve République, elle se fonde sur un putsch. C'est-à-dire que De Gaulle, il est quand même... Exactement. C'est le putsch d'Alger. C'est-à-dire que De Gaulle, il est appelé à la rescousse. Il est le sauveur, appelé par les généraux. Le premier putsch, c'est à 58. Et il se fait patrier d'une part, et puis il voit bien le potentiel qui est de changer de république, de passer à une 5e république, donc qui serait plus parlementaire, mais présidentielle. C'est formidable, ça ne faut pas oublier que la 5e république, elle est basée sur un coup d'État, sur un putsch. Le mot coup d'État est peut-être un peu fort, mais ça a été un coup de force, voilà. Alors, certes, dans une période particulièrement troublée, où il y avait beaucoup d'inquiétudes, et puis il y avait surtout des militaires qui étaient dans la position de faire ce qu'ils ont fait, et c'est un petit peu passé comme une lettre à la poste. Alors que 3 ans après, en 61, les militaires qui essayent de refaire un putsch, là, De Gaulle dit un carteron de généraux félons. C'est-à-dire que c'était les mêmes pourtant. Donc ça avait été très bien pour l'amener au pouvoir. 3 ans après, la situation n'était plus la même, ni sur le terrain militairement, ni en France politiquement, ni rien. Et là, il se dit, bon, on va peut-être un peu prendre ses distances. Et là, ils s'en désolidarisent complètement. Et en fait, je crois qu'à ce moment-là, c'est perdu pour les gens qui pensaient que l'Algérie pouvait rester française.
et Siloès, qui vient de là en fait, hein, qui est créé entre autres par ses généraux et un certain nombre d'officiers qui n'acceptent pas la perte de l'Algérie, c'est parce que l'histoire est parce que c'est perdu. C'est vraiment des gens qui engagent une lutte perdue d'avance contre quelque chose qui voilà, est en train d'avoir lieu. Je vais faire aussi une incise, ça n'a peut-être pas forcément de rapport avec votre question, quoique, c'est que ce que j'ai découvert moi aussi, alors que j'étais en train de faire ce livre, grâce aux rencontres que j'ai faites, ça a été que la présidence de Sarkozy, là, les 5 ans qu'on vient de passer, ont été l'occasion pour l'État de reconnaître et de décorer, y compris au plus haut grade de la Légion d'honneur, d'anciens généraux factieux, d'anciens légionnaires, d'anciens tortionnaires, dont Élie de Sanois, par exemple, qui a été décoré du plus haut grade, dont Colin, bon, des gens comme ça qui ont donc été des putschistes, des déserteurs, qui se sont battus contre la République, et que la République, brave fille, vraiment brave fille, décore en retour. Voilà, donc c'est vrai que c'est une histoire, Didier avait raison, c'est une histoire qui est encore extrêmement présente. Hein. Et moi, je dois dire que j'étais dans une certaine ignorance de ces choses-là, qui ne datent pas que de Sarkozy d'ailleurs, parce que c'est Mitterrand le premier qui il y a eu des lois d'amnistie dès 66. Ça, on peut le concevoir à un moment donné, après un conflit sur quelque chose qui a eu un aspect de guerre civile, on amnistie pour calmer les passions. Mais après, je crois que c'est Mitterrand qui le premier s'est dit, mais ces pauvres généraux, ces pauvres officiers félons, ils ne vont pas avoir leur retraite. C'est quand même terrible, hein. Donc on les réintègre dans l'armée et dans leur grade. Et puis ça, c'était la porte ouverte. Donc à partir du moment où ils ont réintégré dans l'armée, dans leur grade, et ben, décorons-les. Et M. Sarkozy ne s'en est pas privé. Donc il y a eu des choses quand même assez phénoménales ces dernières années qui ne sont pas tellement sorties dans la presse. Et entre autres des stèles à la mémoire, à la louange d'officiers séditieux, hein, qui sont dans le sud de la France, dans des villes comme par hasard frontistes. Enfin, c'est terrible. Hein. Vraiment, on se rend compte comment 50 ans après, ce conflit, je ne parle même pas de l'aspect qui a été abordé hier, hein, de la tension qui continue d'y avoir finalement entre communautés en France, hein, y compris en fait entre Français, puisque les descendants des Algériens qui sont nés en France, ils sont français, ce qu'on a tendance à totalement oublier. Mais même, sans parler de cet aspect-là, franco-algérien, c'est un conflit qui a un niveau franco-français encore des conséquences, des incidences énormes, et d'autant plus énormes qu'elles ne sont pas tellement connues. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y a des liens entre vos raisons d'écrire des policiers ou des livres qui ont plus des racines historiques ou politiques? Vous pouvez répéter la question, on l'a pas bien entendu. Est-ce qu'il y a des liens entre vos envies, vos souhaits, vos raisons d'écrire des romans policiers ou des livres qui sont plus historiques ou politiques? Non, moi j'étais un lecteur de romans policiers comme ça, et j'ai pris une claque dans les années 70 en découvrant des auteurs comme Jean Vautrin, comme Jean-Patrick Manchet, comme Fajardi, c'est-à-dire des auteurs qui faisaient ce que faisaient les Américains, mais qui le faisaient avec brio ici. Et donc, par exemple, il y a un livre de Jean-Patrick Manchet qui doit être de 72 ou 73 qui s'appelle L'affaire Bustro, qui avait été publié à la série Noire, et c'était en fin de compte l'affaire Ben Barka. Et il brisait un tabou, c'est-à-dire un des principaux crimes internationaux du gaullisme triomphant, l'enlèvement et l'assassinat de Mehdi Ben Barka, après un complot absolument incroyable où on fait venir Mehdi Ben Barka
en France en lui faisant miroiter sa vie qui serait écrite par Marguerite Duras. Les services secrets français qui font ça. Il l'emmène à Saint-Germain-des-Prés, dans un bar, et puis de là, il l'explique. Et aujourd'hui encore, on n'a pas retrouvé son corps. Et c'était quelqu'un de très 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 important. C'était une sorte au niveau de la dimension, pas de la personnalité, mais à l'époque c'était un peu pour le continent africain, c'était Che Guevara à peu près, Ilan Barca. C'était quelqu'un qui portait une visée vraiment très très importante pour l'avenir du continent africain. Et donc ça, c'était un interdit, on n'avait pas le droit d'en parler, les journalistes, c'était vraiment quelque chose, on ne pouvait pas désigner les responsables, et c'est une série noire qui d'un seul coup, en contrebande, parle de ça. Fajardi publie 2 ans plus tard un bouquin qui s'appelait, qui pourrait plus être publié sous ce titre-là aujourd'hui, pratiquement, Tueur de flics. Et moi je dis ça, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui d'un seul coup mettent les pieds dans le plat et puis font pas de métaphores, ils vont directement et ça reste de la littérature. Donc ça m'a fortement impressionné et c'est ça qui m'a donné le courage d'écrire Meurtre pour mémoire. Et si j'ai choisi le roman policier pour Meurtre pour mémoire, c'est tout simplement que je voulais désigner comme principal meurtrier un policier et un préfet de police. Donc c'était d'une certaine manière jouer avec la structure et de désigner celui qui était l'intouchable et l'invisible. Et donc, c'est un roman Meurtre pour mémoire qui aurait pu être publié dans d'autres collections, sauf que c'est un roman qui a fait peur, il a été refusé partout. Et je l'ai envoyé à la série noire, et à la série noire, j'ai eu une réponse 3 jours après. Tout simplement parce qu'à l'époque, le directeur de la série noire, il s'appelait Robert Soula. Robert Soula, c'est un ami de Prévert, un ami de Marcel Duhamel, de Boris Vian, la grande époque d'après-guerre comme ça. Donc il avait repris à la mort de Marcel Duhamel la direction de la série noire. Et quand il reçoit le livre, ça lui fait un choc parce que Robert Soula avait été jeune résistant à 18 ans. Il avait pris les armes en France contre les nazis. Et il avait été de l'armée française reconstituée et il s'était retrouvé sous l'uniforme français en Algérie, juste après, à la fin de la guerre, au moment des derniers combats et tout. Et il était dans un des avions qui survolait Sétif et Guelma et qui participait à la répression de la révolte algérienne de 1945. Et il se retrouvait en tant que résistant en train d'être embarqué contre son gré dans la répression de gens qui résistaient contre le colonialisme. Et ça a été pour lui quelque chose de destructeur dans son rapport au monde. Et quand il a lu mon manuscrit, d'un seul coup, ça le vengeait d'une certaine manière de publier ça le vengeait. Et donc il l'a publié à la série noire. Moi j'étais absolument inconnu. Et le bouquin, il n'y a pas eu un article, il y a eu un silence sur le bouquin quand il a été publié. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bouche à oreille, surtout du monde enseignant. Il y a plein de profs d'histoire, plein de profs de français qui se sont emparés d'une série noire et qui ont commencé à le faire lire dans les lycées, un petit peu partout. Et le bouquin a eu un succès souterrain absolument incroyable. On m'invitait dans les lycées à l'époque, je me faisais virer par le proviseur qui ne voulait pas qu'on discute de ça. Déjà une série noire, ça rentre pas au lycée, et à 30 ans. Et puis le thème comme ça, je ne veux pas avoir d'ennui avec les parents. Et aujourd'hui, c'est conseillé par l'Éducation nationale. Didier Denac, c'est dans les manuels de français maintenant. Conseillé par l'Éducation nationale. C'est l'ironie.